On recherche la limite quand x tend vers 0 de pi, qui est une constante, sur x fois cotangente pi x sur 2. Alors, tout d'abord, pi c'est une constante. Je ne vais pas la sortir du signe limite, vous verrez pourquoi par après, parce qu'en fait, qui dit limite quand x tend vers 0 et que vous voyez des fonctions trigonométriques, ça doit vous attirer l'attention, ça doit vous tilter, comme on dit. Pourquoi? Parce que quand vous voyez sinus x, cosinus x, on peut décaler de pi demi pour avoir sinus x, ça c'est pas un problème. Quand vous voyez bien sûr kx, hein, kx, kx, tangente kx et cotangente kx. Ce sont des fonctions trigonométriques, ou si vous voulez des valeurs trigonométriques. Hein. Enfin, ce sont des fonctions trigonométriques, voilà, on va dire ça comme ça. Et là, quand vous voyez ça, quand la limite quand x tend vers 0, ben, celui-ci, vous connaissez l'infiniment petit équivalent, qui est sinus x sur x. Quand x tend vers 0, ben, qui fait 1. Ou l'inverse, x sur sinus x. Quand x tend vers 0, ça fait 1. Ou encore, kx, si j'avais mis kx sur kx, ben, ça fait toujours 1. Bon, donc ça doit vous attirer l'attention. Et notamment ici, vous avez une cotangente. Cotangente, ben, il contient du sinus. Alors que cotangente, c'est cosinus sur sinus. Et la tangente, c'est sinus sur cosinus. Et donc, on va faire le traitement. Mais d'abord, avant tout, je vais chercher le domaine. Hein. Alors, la première des choses à voir, c'est que x doit être différent de 0. Donc, je vais marquer R0. Ou j'aurais pu le marquer ici. Hein. J'aurais pu enlever le 0 ici là-dedans. Le mettre là, mais je mets R0. Je préfère écrire ça comme ça. Sinon, je devrais le marquer. Voilà. Là, c'est le même. Soit je le mets là, soit je le mets là. C'est pour dire que c'est R sauf 0. Et bien sûr, la valeur cosinus pi demi x ne peut pas être nulle. Et je vais éliminer quand est-ce que le cosinus vaut 0. Il vaut 0 en pi demi plus pi. Donc, cosinus alpha avec alpha différent de pi demi plus pi avec k appartenant à z. Mais le problème, c'est que là, on a pi demi x. Donc, qu'est-ce qui doit être différent de pi demi? C'est plus pi, c'est pi demi x qui doit être différent de pi demi plus pi. Donc, ce qui veut dire que si je divise tout par x, on a plus, enfin par pi, je m'excuse, on divise tout par pi, on a ceci, je fais tout fois 2, il va rester 1 plus 2k. 1 plus 2k. Voilà, avec k appartenant à z. Hein. Donc, tout d'abord, voici la fonction sinus x. Bon, il y a une affinité suivant x, hein, puisque c'est pi demi x, c'est-à-dire que la période va diminuer, puisqu'on divise les x par pi demi. Donc si, la période de sinus x, c'est pi. Attention que j'ai fait fois pi aussi. Hein. Je vais bien retraiter ça, je vais le retraiter pour voir d'où ça vient. Vous avez sinus x. Voilà, la période, je fais une affinité suivant x de pi demi. C'est-à-dire qu'on va diviser les x par pi demi. Et là, vous voyez que si je fais... si on a un pi, le sinus s'annule en pi. C'est-à-dire, je vous montre ici. Hein. Par exemple, si je prends ce point-là, pi, virgule 0. À ce point-là, je fais une affinité, je vais le diviser par 2, par pi demi. Ben, pi divisé par... pi divisé par pi demi, et ça fera 2. Donc on aura le point 2,0. Je pourrais en prendre un autre point, hein, un maximum, le maximum étant en pi demi, virgule 1. Voilà, ça c'est un maximum du sinus. C'est le maximum du sinus. Aussi, j'ai quelque chose, voilà. On va prendre cette fonction, voilà, le maximum du sinus. Ça c'est le maximum. Eh bien, je vais le décaler de pi demi, et vous allez voir où il va se retrouver. Ben, si je fais pi demi divisé par pi demi, ça fait 1, virgule, il va se retrouver en 1, 1. Voilà, ça c'est le décalage
qui a été fait. Voilà. Enfin, l'affinité. J'ai tout divisé par pi demi. Ouais, tous les x sont divisés par pi demi, donc la période, bah, elle est divisée par pi demi. Si la période vaut 2pi, ben, 2pi divisé par pi demi, 2pi divisé par pi demi, ben, ça fera, pour pas faire d'erreur, parce que c'est vrai que ici, je risque de faire une erreur, donc 2pi divisé par pi sur 2, voilà, ça fait 4. Donc ça veut dire que là, sa période vaut 4. Alors si je me mets en 0,4, en 4 0, voilà, ça c'est la période. Bien sûr, quand je commence en 0, c'est-à-dire que je vais la commencer en 0, 0, en retirant bien sûr les points. Voilà, je vais remettre le point 0, 0. Voilà, et je remets la fonction sinus pi demi x. Voilà, donc ça c'est la période. Donc la période 2, c'est la période vaut 2. Maintenant, je vais multiplier tout par pi. Pi fois, je crois que c'est la fonction g. Voilà, et on a la fonction ouais, sinus pi demi de x. Je multiplie par pi. Bon, tous les y de cette fonction sont démultipliés par pi. Alors ça c'est pour la fonction au numérateur. La fonction au dénominateur, ben, c'est x cotangente pi demi x. Donc la fonction cotangente, vous la connaissez. Ben, c'est cosinus sur sinus. Ça c'est la fonction tangente x. Voilà, la fonction tangente. Si je fais 1 sur p, j'ai la fonction cotangente. Voilà, ça c'est 1 sur p. Bon, les autres je vais les effacer. Ça c'est 1 sur p. Je vais retirer le sinus pi sinus. Voilà, voilà. Ça c'est la tangente. Et ça c'est la cotangente. Alors, la cotangente, maintenant je vais chercher 1 sur chercher p de pi demi x. Voilà, tangente pi demi x. Et je vais faire 1 sur r. Ouais, ça c'est la cotangente. Bon, bien sûr, la cotangente. Bon, encore une fois, on a fait une affinité suivant x. C'est ce que je viens de faire. Et maintenant, je vais multiplier. Attention que ça c'est la tangente. Oui, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça c'est un. C'est pas ça que j'ai, justement. C'est pas ça. J'ai pas ça. J'ai tangente. Sinus sur cosinus. Oui, c'est ça. Ça c'est bon. Ça c'est la cotangente. Ça c'est la cotangente. Maintenant, je vais faire 1 sur x fois s. Comme ceci. Et vous avez cette fonction-là, qui est le dénominateur. Alors, ceci n'est pas une fonction x fois cotangente pi demi x, est une fonction variable. Hein. Variable dans le sens, elle n'est pas périodique, elle n'est pas... C'est pas une fonction. Bon, regardez bien, ici, on a un cotangente alpha. Cotangente alpha, vous comprendrez que c'est une fonction de ce style. C'est une fonction de ce style. Petit instant, parce qu'ici, il y a une boîte qui s'est allumée, qui s'est ouverte. Voilà, c'est une fonction de ce style, cotangente. Maintenant, si je fais x fois cotangente, c'est plus tout à fait le même. Parce que là, c'est une fonction périodique. Mais si je fais x, mais x peut être petit. Là, si je commence en 0, il est petit comme ceci. Puis le x s'agrandit. Le x s'agrandit. On augmente, les x augmentent. Par là, les x augmentent, mais négativement. Ils augmentent à gauche négativement, et ils augmentent à droite positivement. Alors si vous faites multiplier par cotangente x, ben, la fonction qui est cotangente périodique n'est plus périodique. Elle va faire une histoire comme ça. Voilà, c'est une fonction qui va faire ça. Elle va augmenter
de plus en plus parce que les x augmentent. Les x augmentent. Si les x augmentent, ben, x fois cotangente x augmente. Et inversement. Ici, on est dans les négatifs. Ben, alors, ici, bien sûr, on aura du plus et du moins. Pourquoi? Parce que cotangente, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement basé sur la fonction sinus et cosinus. Hein. Si j'écris x fois cotangente alpha, c'est cosinus x, cosinus alpha sur sinus alpha fois x. En d'autres termes, si j'écris ce qui est là, ben, je peux le retransformer en pi, qui est une constante, que je vais conserver dans la limite, parce que vous allez voir qu'il y a un infiniment petit équivalent que je vais utiliser. On aura sinus pi demi x sur cosinus pi demi x, qui est la cotangente, ben, parce qu'il y avait cotangente, hein, le sinus était ici, ça c'est la cotangente, ceci c'est la cotangente de pi demi x, et ce sinus x va remonter par là, parce que divisé par une fraction on ne sait pas faire, on multiplie par la fraction inverse. Alors n'oubliez pas qu'il y a le x qui est là. Et c'est de cette fonction-là qui va m'intéresser, puisque je vais construire celle-ci. Ben, je l'ai déjà construite parce que c'est le numérateur, c'est elle est là. Voilà, ça c'est une fonction sinus. Par contre, le dénominateur, c'est pas une fonction comme ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Regardez bien, le cosinus va varier entre plus et moins. Donc il va entre plus 1 et moins 1. Ce qui veut dire que le x, il peut valoir ce qu'on veut, ce qu'il veut. Donc on aura x fois cosinus pi demi. Bon, ici, je ne vois plus. Recommençons. X fois cosinus pi demi fois x. Je ne vois pas le pi demi, je ne l'ai pas tapé, je ne sais pas pourquoi il prend. Voilà, et c'est cette fonction-là. Vous voyez que, comme je vous ai dit, elle fait plus moins de part et d'autre, mais quand vous allez dans les x, si les x augmentent, en tout cas, voilà, si les x augmentent, ben, la fonction augmente à droite. Mais elle fait plus moins parce qu'il y a un cosinus dedans. Le cosinus, il fait plus et moins. Mais le x, quand le x est positif, regardez, si vous prenez x égale 40, ben, la fonction elle passe en positif en négatif. Pourquoi? Parce qu'il y a un cosinus dedans qui est positif et négatif. Mais le x devient de plus en plus grand. 40, 50, 60, 80, 90, 100. Maintenant, de l'autre côté, le x devient de plus en plus grand, négativement, mais cette fois-ci, toujours avec le cosinus qui est là, c'est-à-dire entre plus 1 et moins 1. Mais on aura du moins avec du plus moins. Et de l'autre côté, on aura du plus avec du plus moins. Le plus, quand je dis plus, c'est x. X qui peut être positif si on est à droite de 0. X est positif. Mais si on fait multiplier par du plus moins, qui est, le cosinus varie de plus à moins, on aura du plus moins. Voilà. Voilà. Et alors maintenant, vous voyez que la partie droite est une inversion de la partie gauche. Hein, puisque comme c'est la même chose à droite et à gauche, simplement qu'à gauche c'est moins, c'est l'opposé. Donc à droite, à gauche c'est l'opposé de la droite. Parce que si je devais remettre la partie gauche à l'envers, je prendrais l'opposé de la partie gauche, j'aurais la même partie droite et gauche. Donc là, j'aurais une fonction qui serait paire, c'est-à-dire symétrique par rapport à l'axe OY. Mais c'est pas le cas ici, parce que le moins à gauche fait en sorte que tout est voilà, tout est remodelé par rapport à la partie droite. Bon, ceci étant dit, c'est une petite remarque. Bien sûr, je vais faire sinus la fonction g, qui est, non pas g, je m'excuse parce qu'il y a un pi dessus, sa fonction h, pi fois sinus pi demi x, qui est là, divisé par celle de une est périodique, l'autre n'est pas, l'autre elle n'est pas périodique, elle ne revient pas à chaque fois de la même façon, parce qu'elle augmente de plus en plus. C'est pas deux fonctions périodiques. La première, oui, le sinus, oui, mais la seconde, x fois cosinus pi demi x, n'est pas périodique. Et alors que si vous voulez savoir qu'est-ce que ça donne ceci. Alors, elle serait périodique si on aurait une diminution de ceci, une augmentation, une diminution, c'est-à-dire un espèce de battement. Ici, c'est pas un battement qu'on a, c'est rien du tout. Ça augmente toujours à droite et ça augmente toujours à gauche. C'est même pas un battement. C'est pas qu'il y a une diminution à droite et une diminution à gauche, et puis avec un effet de répétition, ça n'a rien à voir. Ici, x fois cosinus pi demi x, c'est vraiment
vraiment une augmentation à droite, une augmentation à gauche. Enfin, une augmentation quand on va dans le sens des x croissants, et une augmentation à gauche quand on va dans le sens des x décroissants. C'est-à-dire par valeur absolue croissante, à gauche. Ça augmente quand on va de valeur absolue croissante vers la gauche. C'est-à-dire que si vous prenez moins 5, ça sera plus grand. Le y sera beaucoup plus grand que si vous prenez moins... Enfin, sera beaucoup plus petit que si vous prenez moins 10. Si vous prenez x égale moins 5, ça sera beaucoup plus petit que si vous prenez x égale moins 10. Donc en valeur absolue, 10 est plus grand que le 5. Et donc le y sera plus grand pour le 10 que pour le 5. C'est-à-dire y sera plus grand pour le moins 10 que pour le moins 5. Enfin, on se comprend. Ceci étant dit, je vais chercher le domaine. Je crois que je l'ai déjà trouvé. Bon, là, on est arrivé ici. Ouais, le domaine. Le domaine, ben, c'est x doit être différent de 0. Je l'ai mis. Mais on doit avoir ici cosinus pi demi x différent de 0. Alors, quand est-ce qu'on a pi demi x différent de 0? Je ne sais pas si je l'ai déjà fait. Ouais. Bon, je vais le faire ici. Alors, le cosinus alpha est différent de 0. Enfin, cosinus alpha est différent de 0 si alpha est différent d'après le cercle trigonométrique. Alors, cosinus, il est plus 1, il est sur l'axe des x, 0, moins 1, donc en pi demi, plus k pi. Ah oui, je l'ai déjà fait parce que... oui, je vais le refaire, c'est pas un problème, c'est pas un problème. Je me rappelle que je l'avais fait. Donc, cosinus phi, l'alpha, il vaut pi demi x. Donc, différent de 0, c'est-à-dire que pi demi x différent de pi demi plus k pi, avec k appartenant à z. Bon, si je multiplie tout par... je divise tout par pi, il va rester 1 demi, 1 demi, 1 demi, plus k. Ah, j'ai divisé tout par pi. Maintenant, je multiplie tout par 2, on aura x est égal à 1 plus 2k. Si je multiplie tout par 2, 1 plus 2k. Et donc, avec k appartenant à z. Et donc, le domaine, c'est... de ça, le domaine, c'est... c'est R sauf 0, parce qu'il y a celui-ci, ça il doit être différent de 0, le x. Et pour la cotangente, on a un cosinus dedans. Donc il faut enlever 1 plus 2k avec k appartenant à z. Eh bien, on va faire ça tout de suite. Je vais mettre quelques asymptotes. Alors, la division, je vais faire h divisé par f1 dans un petit instant. H divisé par f indice 1. Alors, et là, bien sûr, vous n'avez pas une fonction trigonométrique réciproque. Je m'excuse, périodique. La fonction n'est pas périodique, c'est normal, parce que vous avez au numérateur une fonction qui est périodique, et au dénominateur une fonction qui est non périodique. Donc, au bout du compte, on a une fonction qui n'est pas périodique, puisque celle du dénominateur ne l'est pas. Et donc, ça nous donne ceci. Bon, je vais essayer de mettre les asymptotes. X égale, si k vaut 0, 1 plus 2k, hein. On aura une en 1, c'est parfait. X égale 3. Voilà, x égale, en fait, 1 plus 2k, c'est impair. Tous les nombres impairs. 5. X égale 7 et ainsi de suite. Bon, en négatif, 1 moins 2, c'est moins 1. X égale moins 3. Et là aussi, dans les négatifs, on aura les impairs.
Bon, on pourrait trouver une forme de périodicité si on restreint. Si on restreint, c'est normal parce qu'elle provient d'une fonction qui est périodique au numérateur et non périodique au dénominateur. Mais si on la restreint dans un domaine, ben, fatalement on pourra trouver voilà, quelque part ici de la périodicité. Mais dans tout ce domaine, elle n'est pas périodique. Voilà, donc le domaine, c'est ce que je viens de vous mettre ici, c'est R0, domaine, c'est R0, sauf 1 plus 2K avec K appartenant à Z. Et maintenant, je vais chercher la limite. Quand x tend vers 0 de cette fonction, ouais, le domaine il était là, je l'avais déjà trouvé auparavant, mais enfin, je vais l'effacer. Là, je l'ai remis ici, de toute façon, c'est pas un problème. Alors, je vais chercher la limite de ceci. Elle est composée d'un sinus et d'un cosinus. Alors, je vous ai dit que je ne vais pas sortir le pi du signe limite parce qu'il va me servir, puisque je vois qu'il y a limite quand x tend vers 0, et donc ça va m'induire des infiniment petits d'office. Comment? Ben, si je mets pi demi ici, je construis pi demi. Alors, pour construire pi demi, hein, je vais le construire. Enfin, ici, je vais effacer ce que j'ai mis parce que j'ai mis une petite bêtise. Voilà. Par contre, je vais construire moi, ce qu'il me faudrait, c'est pi demi x. Pi demi x. Parce que je vous rappelle qu'un infiniment petit, c'est sinus x équivalent du style sinus x sur x, c'est ceci, égale 1. Maintenant, si j'ai sinus kx, il faudra mettre kx ici. Bien sûr, quand x tend vers 0, pour avoir égal 1. Donc, comme ça, vous le savez. Et donc, c'est ce que je dois faire ici. Donc, si je devais faire ça, bon, ce que je vais faire, je vais quand même le faire, séparément. Bon, je vais sortir le pi, comme ça, bon, ça va pas m'embrouiller. Je vais quand même le sortir. Hein. Je voulais pas au départ, mais ici, je vais quand même le faire. Pi demi x, et là, vous voyez que ça fait 1. On a un infiniment petit équivalent. Alors, je vous rappelle qu'il y a des conditions pour que ce soit un infiniment petit équivalent. Hein. Il y a 3 conditions. Hein. Il faut que voilà, les deux infiniment petits ici, enfin les deux là, soient des infiniment petits, ça c'est déjà une chose, qu'ils soient du même ordre et que quand on x tend vers 0, ben, le rapport tend vers 1. Et effectivement, ici, le rapport est tend vers 1, il n'y a pas de problème. Bon, alors, en faisant ça, bien sûr, j'ai introduit ceci. Hein. Mais il n'y était pas auparavant, donc je dois multiplier par pi demi x. Alors, comme ça, ceci n'y était pas. Il n'y était pas, donc je dois le remettre. Parce que ça divisé par ça fait 1. Parce que si je ne le mets pas, ben, il y a une erreur hein, de calcul. J'ai introduit quelque chose en plus, et ça, c'est pas bon. Donc, ce qui veut dire que maintenant, j'ai la nouvelle limite à calculer, ben, c'est pi fois la limite quand x tend vers pi demi x sur x fois cosinus pi demi x. La limite quand x tend vers 0. Oui, je vous rappelle que pourquoi j'ai fait ça, parce que si je prends ceci, pas ça, ouais, si je prends ceci, là, sinus de 0, ça fait 0. Hein. Ça fait 0. Donc on a un 0, un cas d'intérêt. Pourquoi j'ai pris les infiniment petits équivalents? Parce que j'ai un... Je vais le remettre. Hein. Sinus pi demi x sur cosinus pi demi x. Il y avait pi ici. Et là, il y avait x. Voilà. Limite quand x tend vers 0. Bon, c'est un cas d'indétermination, ça. Hein. C'est pour ça que j'ai fait l'infiniment petit équivalent. Alors, 0 fois pi demi, c'est 0. Sinus de 0, ça fait 0. Donc, on aura pi fois 0 sur 0 fois... D'ailleurs, 0 n'appartient pas au domaine, parce que je vous ai dit que c'est R0, sauf 1 plus 2K, avec K appartenant à Z. Et cosinus de pi demi fois 0, ben, c'est
cosinus de pi demi fois 0, c'est cosinus 0. Et le cosinus en 0, il fait 1. Donc au bout du compte, on aura 0 fois pi, c'est 0. Et 1 fois 0, ça fait 0. On a une forme indéterminée. Voilà pourquoi je me permets de faire le cas des infiniment petits équivalents. Alors ceci étant fait, je vais maintenant... on a une partie de l'infiniment petit équivalent qui a été traitée. Alors le pi qui est à l'extérieur, il est là. Il y avait un pi à l'intérieur, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Voilà, pi demi, je dirais même un pi demi qui reste. Donc pi demi, là je vais le sortir du signe limite. Donc j'aurai... Le sinus, il n'y en a plus. Hein. Sinus pi demi, il a disparu parce que j'ai traité un infiniment petit équivalent. Donc j'ai pi fois pi demi, limite quand x tend vers 0, de... Voilà, il restait... Ceci s'est éliminé, bien sûr. Hein. C'est un infiniment petit équivalent qui donne 1. Je vous l'ai dit. Bon, pi demi, je le sors, il va rester x. Il reste x ici. Un x là-bas en dessous, qui vont se simplifier. Et cosinus pi demi x. Donc il va rester, si vous voulez, x sur x, cosinus pi demi x. Bon, et x sur x, ça fait 1. Donc là, j'élimine l'indétermination, parce que x sur x, ça fait 1. Il va rester pi carré sur 2, limite quand x tend vers 0, de cosinus pi demi x. Et ça, x fois pi demi, ça fait... Enfin, 0 fois pi demi, si je remplace par 0, 0 fois pi demi, ça fait 0. Et le cosinus de 0, ça fait 1. Donc il va rester 1 fois pi carré sur 2, ce qui fait que la limite fait pi carré sur 2 en 0. Donc on va chercher en 0. Bon, je vais faire un zoom parce que, voilà, en 0. Donc il y a un trou. En 0, il y a un trou. Et voilà. Donc c'est bien un trou. Je vais mettre un propriété point rouge. Ouais, discontinue en ce point-là. Je vous remercie.